Je voudrais que nous méditions ensemble cette phrase. Les défendre tous comme ils sont, avec leur bassesse, leur nostalgie à jamais stérile, leurs étincelles divines et leur terreur dernière a été et reste mon devoir. Ces tous, ce sont les condamnés. Ce très beau texte, qui restera, j'en suis persuadé, comme un classique, est de vous, maître Alberno. Alors, avez-vous fait tout votre devoir, monsieur l'avocat? Posez là une question embarrassante. Ah, elle répond à votre texte. Il y a des heures où je suis très convaincu de ne l'avoir pas fait, mais c'est une mesure a posteriori de mon impuissance. Ma bonne foi est totale, et a été totale au moment où j'ai agi. Mais vous voulez les défendre tous, c'est quand même une entreprise gigantesque. Non, ça veut tout de même dire autre chose. Ça veut dire que je suis capable d'accepter de les défendre tous, quels qu'ils soient, aussi vils soient-ils, et aussi méprisés soient-ils, aussi vomis par la société qu'ils puissent être. Ça veut dire cela, les défendre tous. Et j'aurais même tendance à ajouter, et en même temps, si je le peux, les aimer, tous. Vous voulez toujours lever la petite étincelle de bonté. Il y a dans chaque homme une étincelle, vous savez. Il n'y en a pas un seul que j'ai vu dans ma vie qui n'ait pas un certain jour crépité. Tout à coup, le contact a fait jaillir quelque chose. Par exemple, je sais pas, moi, c'est aux environs du 1er janvier. Tout à coup, l'homme a une espèce d'émotion, l'œil qui se mouille. Il pense tout sottement. Apparemment, c'est peut-être sot, mais c'est très beau. Il pense à son père, il pense à un frère, à sa mère, à une sœur. Il pense à ce qu'il a été un 1er janvier dans le passé. Et puis on découvre un homme qui aurait peut-être pu en être en effet un autre, et qui en fut un autre. Chacun porte en lui, d'abord je pense que nous portons chacun, un autre homme, qui est capable à certaines heures de se révéler. Tenez, si on parle de la mort, j'ai vu mourir beaucoup d'hommes. Eh bien, il me semble qu'à ce moment dernier, chacun avait confusément l'impression de jouer peut-être un personnage qu'il avait été vraiment, qu'il aurait voulu être, que les circonstances ne lui avaient pas permis d'être. Alors il jetait, comme une dernière espérance, quelques mots à son avocat, pour dire, tenez un jour, un d'entre eux m'a posé une question terrible. C'était vraiment l'homme honni, qui, si la loi envisage la peine suprême, pouvait la mériter. C'était le moment d'ailleurs, nous y allions, si je puis dire, et il demande d'être seul avec moi. Tout le monde accepte, je suis seul, et il me dit, Maître Renaud, regardez-moi bien en face, bien dans les yeux, j'ai une question grave à vous poser, me prenez-vous pour un salaud? J'ai dit, mon petit, tu me poses cette question à un moment terrible. Du moment que tu me la poses, dites-moi bien en tout cas que tu n'es plus un salaud. Dire, ça me fait plaisir. Est-ce que vous croyez que le prêtre m'accepterait? Mais je dis, le prêtre qui est là pour ça. Il a vu le prêtre. Et nous sommes partis en voiture ensuite. Il y avait un long trajet, il y avait environ 40 minutes pour aller tuer cet homme. Et tout le long de la route, il me disait, ah, maintenant je suis content, voyez-vous, je pourrais intercéder pour vous, je me sens un autre homme, je me sens propre, vous m'avez rendu ma propreté. Voilà, c'est peut-être ça. Enfin, les meilleurs sont capables du pire et les pires sont capables du meilleur. Je sais pas où sont les meilleurs, je sais pas où sont les pires. Je serais un très mauvais homme politique, moi, voyez-vous. J'aurais un mauvais choix, me venant facilement à l'esprit. Vous auriez eu la parole facile, le mot peut-être. éloquent. Vous avez toujours été du côté de ceux qui ont besoin d'être protégés. C'était une vocation. J'ai le sentiment, oui, d'abord, il était toujours auprès du pauvre type, même si ce pauvre type était grand dans la vie sociale qui fut la sienne avant sa déchéance. J'ai toujours d'abord l'impression que l'homme qui est en face de la justice est un pauvre petit homme, vous savez, c'est terrible, la machine judiciaire. On est tout petit. Oh là, terriblement petit. Moi, tenez, un jour, je suis entré dans la cour d'assises vide. On devrait pouvoir entrer là-dedans
comme dans un moulin, si je puis dire, nous surtout, avocats qui avons l'habitude, la pratique de la chose. J'y avais oublié tout bêtement mes lunettes la veille, et l'appariteur m'avait introduit là. Quand j'ai vu ce box frotté, crasseux par endroits, mais frotté, luisant à d'autres, c'étaient les mains de ces hommes. Les parties les plus crasseuses, les plus humides, c'est peut-être leurs larmes. Quand j'ai vu, tenez, l'instrument qui est devant moi, là, le micro un peu archaïque de la cour d'assises qui ressemble à un cobra, et que le président tourne précautionneusement d'ailleurs en dehors de lui pour ne pas s'en servir, car il siffle trop, il hurle, ça passe de la sirène de bateau au sifflet de chef de gare, avec des borborements entre les deux. Enfin, vous peut-être pu en effet éviter ce genre d'instrument. Mais c'est tous ces cobras dressés comme ça, sur le bureau de la cour, à la barre des témoins, devant l'inculpé, devant les avocats, tout ça vide. C'est la jungle? Comment? C'est la jungle. Ah, avec cette menace que représentaient ces espèces d'instruments, j'imaginais les bruits qui en sortent, les désespérances des hommes qui avaient hurlé là-dedans. Tout ça, je l'entendais. Tout à coup, j'ai eu une espèce de vertige, et l'appariteur qui me regardait me dit « Ça fout la trouille, hein, maître ?» C'est un grand mot, ça. Voilà la machine, comprenez, l'homme devant ça, il est petit, tout petit, il a besoin de nous. Alors on se sent comme une espèce de chevalier, de bouclier, on a une lance symbolique qu'on pointe tant qu'on peut vers le nez, la poitrine des magistrats, la poitrine des jurés, pour que ça n'aille pas trop vite à vous écrabouiller, vers le témoin faux, souvent faux, qui viendra là, quelquefois vers cette presse que vous représentez, qui a quelques petits partis pris, venus de la veille, de l'avant-veille, d'il y a 6 mois, d'il y a 3 ans, qui va transporter là des idées un peu toutes faites. Tout ça est là, l'ennemi, groupé. Alors nous sommes tout seuls. Oui, mais maître Alberneau, vous dites, il faut les défendre tous, et vous le faites, mais il faut bien constater qu'il y a les criminels d'occasion, mais aussi les criminels de disposition. Alors, faut-il faire sûrement, une différence? C'est vrai ce que vous dites. C'est vrai. J'ai un cas qui me trouble, je vous le cache pas. J'ai été l'avocat occasionnel, très occasionnel de Buffet, qui a été exécuté. Le président des assises, dans la première affaire, m'avait commis d'office. On devait renvoyer l'affaire, j'étais pas prêt, c'était 3 jours avant le procès. Buffet, d'accord, je l'avais vu, a dit, je ne sais pas si vous en souvenez, qu'il ne voulait plus de moi, qu'il voulait la peine de mort. J'ai vu cet homme, mettons si vous voulez, 20 minutes, à peu près. J'avais vu son dossier psychiatrique, paranoïaque total, pervers criminel, 100%, des choses qui sont effarantes, parce qu'on se dit tout de même, il a dû les recevoir quelque part du bon Dieu. Il les a pas ramassés à travers la vie, en cherchant à les ramasser. Donc j'avais eu un petit élan. Mais il avait 2 yeux terribles. Les yeux bleus, presque blancs. J'avais le souvenir d'un Prussien, de la Gestapo, qui m'était interrogé à la chambre 333 au début de l'occupation où j'étais arrêté. Il avait ces yeux de glace, impitoyables. Des yeux où l'on sent la mort, où l'on sent quelque chose qui sera sans pitié pour vous. Alors je me disais, est-ce que cet homme n'est pas en effet à part des autres? Est-ce que j'aurais pu l'aimer? Je pense, moi, qu'il était fou. Alors comment, jusqu'à présent, enfin maintenant, depuis Pasteur en tout cas, on ne tue plus l'homme enragé. Dans ma petite jeunesse, moi, j'ai entendu parler de choses terribles par les vieux de mon village. Il y avait une femme qui avait 32 ans, mère de 2 enfants. Ça se passait au moment où le vaccin anti-rabique n'avait pas encore beaucoup pénétré les campagnes. Mordue par un chien enragé. Les paysans abattent le chien à coups de fusil. Mais la femme, elle avait déjà tenté de mordre. On l'avait enfermée. Et un jour, les paysans ont enveloppé leurs mains de chiffon. Ils ont mis la femme dans la cour, ils l'ont coincée là. On jeté un matelas par terre, on jeté la femme sur le matelas, puis un 2e matelas par-dessus la femme, ils l'ont étouffée. C'était la défense du village, la défense de la commune, qu'il n'y avait pas de vaccin anti-rabique. On serait assez volontiers prêt à en faire autant en 74 aux fous.
Alors moi je crois qu'il y a un vaccin anti-fou, il y a au moins les traitements, les asiles d'aliénés. Peut-être que j'aurais aimé Buffet. Et vous ne pensez pas qu'on en ferait autant aux ennemis, même en 74? Les choses ont-elles tellement changé? Non, je ne crois pas. Et c'est ce qui me navre, et je suis heureux d'être parmi les optimistes et ceux qui peuvent aimer l'humanité. Moi, j'ai foi en l'homme, j'aime l'homme. Je ne suis pas pessimiste, je suis contre la violence, je suis contre la mort, contre la dureté, je suis pour la pitié, pour la compréhension. Je pense que beaucoup d'hommes méritent à la fois la pitié et la compréhension. Vous avez mené une carrière brillante, Maître Albernaud, et si j'en tiens à ce que disait Antoine Blondin, je pourrais rapporter cette parole. Parlant de vous, il dit, c'est un contemporain exemplaire. Je le sais, vous êtes un conteur, et vous avez souvent dit que la vérité toute nue n'est pas la vérité. Alors souvent, arrangez-vous la vérité pour qu'elle soit plus agréable. Vous avez souvent menti à la barre. Oui, c'est vrai. Mais la vérité arrangée par un petit morceau minime de mensonge, c'est une façon, je crois moi en tout cas, d'apporter à la vérité ce qu'on aurait voulu qu'elle fût et que peut-être on a senti confusément qu'elle était. Alors on y ajoute son soi-même. Tout à coup, c'est la petite étincelle qui vient du profond du cœur qu'on met dans la vérité pour l'illuminer un peu. Elle paraît plus brillante, elle paraît plus propice à être sentie de ceux qui vont avoir à vous écouter, à voir. La vérité toute nue, c'est un compte-rendu schématique, administratif, qui n'est jamais vrai. C'est ce qu'il y a autour de la vérité. Ce sont les facettes, les éclats, ce sont les couleurs, ce sont les bruits. Enfin, les souvenirs ne sont pas intéressants si on ne se met pas soi-même dans les souvenirs. Exactement, il faut y entrer. Alors comment voulez-vous que je sache, moi, quand j'écris, par exemple, je prends mon clochard, mon billet en deux, avec sa demi-figure, sa gueule coupée en deux par un obus, ce héros, il avait une demi-figure, c'est vrai. Quand je voyais de profil du côté gauche, il était beau, il ressemblait à un gladiateur, et du côté droit, c'était des ravines, des masses sanguinolentes, à peine sèches par le temps, avec une peau cicatricielle abominable, c'était ça, bon. Est-ce à dire que je le décris tout à fait comme il était? Avait-il l'œil bleu? Ça peut-être dit qu'il était bleu dans mon livre. J'aurais aimé qu'il fût bleu, j'aime les yeux bleus. Pour l'homme, c'est plus clair, surtout pour un homme que l'on va juger. L'œil bleu reflète une espèce de forme de vérité et de sincérité. Je suis pas sûr qu'il avait les yeux bleus. J'en sais fichetré. Il n'avait d'ailleurs qu'un. J'ai pu me tromper plus aisément. C'est pas, mais voilà ma vérité à moi. Est-ce qu'il faisait beau le jour où il est venu à son procès? Je le dis. J'en suis pas très sûr. Mais l'optimisme m'a fait ajouter du ciel bleu, du beau temps, du rose, du soleil à ce procès. Quelle est la couleur de votre œil, Maître Albernaud, derrière la lunette? Je pense qu'il est bleu, on me l'a toujours dit. Parce que vous insistez beaucoup sur le bleu. Ah forcément, on insiste sur ce que l'on aime le mieux. Moi, je suis heureux que mon père, ma mère m'aient fabriqué des yeux bleus. Dans un pays où on est plutôt brun, moi je suis d'Aquitaine seconde, comme disait Jules César. Je suis de la Francie. Je suis un Franc et non pas un Aquitain. Mais en fait, tout de même, il y a beaucoup de gens bruns. Les Aquitains ont dû pénétrer beaucoup chez nous et faire des ravages. Ils sont beaux hommes en général. Enfin, moi, je suis blond. Maître Albernaud, vous êtes toujours allé à la rencontre de l'homme, mais un avocat travaille-t-il toujours dans la dimension du cœur? Ce n'est pas toujours le cas. Je fais aussi des affaires, le droit des affaires, comme disent mes confrères, ce droit sacré qui enrichit, dit-on. Moi, je suis pas un riche, mais enfin, je fais tout de même des affaires. Je veux dire que je plaide le divorce du monsieur important, je plaide un marché rompu, je plaide un contrat non exécuté, je plaide une concurrence déloyale, je plaide des choses comme celle-là. Et j'arrive à y trouver, non pas ma passion à moi, au départ, mais celle de mes clients. Et il faut avoir de la passion même dans les affaires. Car quand je plaide, qu'est-ce que je cherche au fond, moi? À persuader le magistrat que c'est moi qui ai raison. D'abord, je dis, article 1 est unique, l'erreur judiciaire, c'est quand je perds un procès. C'est ça me paraît suffisant. Donc je cherche à faire en sorte de le gagner, et pour ça, je cherche à convaincre le magistrat. Je me dis, s'il pense que j'ai raison, comme il est... j'ose pas le dire trop haut, enfin, comme il n'est pas peut-être enclin à fouiller les dossiers de fond en comble,
peut-être qu'il dira, tiens, a priori, No a raison. Et j'espère qu'il ouvrira mon dossier pour conforter cette opinion première. Alors j'y mets toujours un peu de passion dans mon affaire même civile. Et puis, n'en pas mettre m'ennuierait. Il n'y a rien qui m'horripile comme les teignoirs en face qui me racontent du droit, de la jurisprudence, de façon un peu monocorde. Je résiste au sommeil, les magistrats moins bien que moi, en général d'ailleurs, c'est ce qui me console beaucoup. Et moi, je fais mon effet comme je le peux, avec mes moyens, ma passion à moi. Maître Alberneau, y a-t-il une continuité entre votre premier procès et votre dernier procès? Vous reconnaissez comme un fil conducteur, un fil rouge? Alors c'est terrible ce que vous me demandez là, parce que c'est le problème du vieillissement. Ça fait évidemment curieux de répondre à l'âge que j'ai, que je ne me sens pas avoir vieilli, en ce sens que j'ai toujours le même enthousiasme, la même foi en l'homme, le même élan pour venir à ses côtés. Alors j'ai l'impression, tenez par exemple, quand j'évoque des grands hommes de ma jeunesse comme Maurice Giaferi, qui m'a tellement impressionné, cet homme extraordinaire, mais que je suis tout de même toujours un petit peu à l'ombre de lui, même en 1974. Encore. Que je comprends mes procès un peu comme il les comprenait. Autrement dit, que j'ai les yeux vers l'avenir, que je suis un homme qui cherche à ne pas être trop retardataire, et qui pourtant est resté fidèle à une vieille ligne née dans le passé qui s'est perpétuée à travers le temps. Maître Alberneau, c'est une question qui est posée par une auditrice. Dans deux cas similaires, vous préférez défendre un homme ou une femme? Ah, vous réfléchissez déjà. Oui, je réfléchis parce que j'ai défendu beaucoup plus d'hommes que de femmes. Ça vient peut-être, je vais être très franc, de ce que je n'aime pas, l'atmosphère des prisons de femmes, et que je n'aime pas beaucoup y aller. J'accepte peu de femmes à défendre. Je sais pas, j'éprouve l'impression d'un dépaysement dans ce milieu qui est traversé de petites rivalités, de petites mesquineries. Enfin, les hommes sont plus nets. J'aime mieux défendre des hommes, finalement. Mais vous êtes un peu en contradiction flagrante avec vous-même. Non, vous allez voir que car non. Les défendre tous, non, c'est tous. sur le plan du choix, je préfère être choisi par un homme. Mais quand j'ai une femme à défendre, j'aime mieux défendre une femme, parce que j'ai un support meilleur. La femme est terrible, elle est pleine de ressources. Comprenez, il n'y a qu'à faire un clin d'œil à une femme. Elle a compris tout de suite, elle pleure au commandement, elle se réjouit quand il faut, elle triomphe quand il faut, elle baisse la tête quand il faut. L'homme ne sent pas toujours ces choses, il a son orgueil. La femme perd son orgueil devant la justice, et quand elle a fait confiance, elle se donne. C'est très curieux d'ailleurs. Il y a un don de la femme à l'avocat, c'est très symptomatique et très spécial, qui fait que l'avocat défend une femme de façon très différente de celle qui l'emploie à défendre un homme. Et moi j'aime mieux défendre une femme sur le plan de mes contacts, de mes rapports, si je puis dire. Enfin, Maître Alberneau, vous disputez à la mort un certain nombre de vies, vous en avez disputé des centaines de vies, mais pour aller jusqu'au bout de votre défense, vous êtes capable, et vous venez de le dire, de jouer la comédie. Bien entendu. Un avocat joue la comédie. Oui. C'est-à-dire que voilà, je pense que c'est une comédie de détails, de présentation, de mise en scène, de décor. En vérité, sur le fond des choses, il faut être très honnête. Et je pense que l'avocat ne ferait pas de carrière étant malhonnête. Il faut apporter à des magistrats qui vous écoutent, à des jurés qui vous écoutent, le maximum de vérité. Mais il y a une façon de présenter la vérité. Je reviens un peu à l'idée que nous exprimions au début de cette interview. Il y a une façon de présenter la vérité qui fait que cette vérité est tout de même un peu arrangée, elle est plus jolie qu'elle n'est en réalité. Mais il faut que le fond soit vrai. Là, ça se sent. Et puis moi, je ne suis à l'aise que quand je dis la vérité. C'est très curieux, mais j'aime pas sentir derrière moi un homme que je défends et qui penserait, lui, que je mens. C'est un sacré miroir, un accusé. Il n'y a pas de secret avec lui. Lui connaît son affaire. Il dit, tiens, cet avocat, où va-t-il? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est pas vrai, cela. Affreux. Enfin, vous le dites vous-même, le plus terrible des juges est le condamné à mort. Ah, sûrement. C'est un homme qu'on regarde difficilement en face,
D'abord, on va emporter, en se séparant de lui, un remords. Lui, ce sera pas long, son affaire. Mais l'avocat, il va emporter l'impression d'échec, le ratage, l'amertume. Il va emporter le sentiment intime qu'il n'a peut-être pas fait tout à fait ce qu'il fallait faire, que s'il recommençait, il ne ferait pas la même chose. Tout ça va durer, et il ne l'oubliera jamais. Moi, vous savez, mes morts, si je puis dire, je les ai toujours sur le cœur, dans le cœur, je les oublierai jamais. On est marqué par une première impression. Vous vous rappelez votre premier condamné à mort? Ah oui, je m'en rappelle. Comme si c'était hier. Ah, vraiment, je le vois, ce gamin, c'était un gamin. Il avait 19 ans. Affreux. Quand je l'ai vu debout, dans ce box, écoutant ce qui lui arrivait, il était tout garçonnet encore, tout rose, avec cette peau toute fraîche. Tout cela était tellement physique pour moi que j'ai l'impression que c'était mon gosse que je voyais là-dedans, dans ce box, et qu'on allait me le tuer, vous comprenez, ça m'a marqué. Qu'avait-il fait? Il avait tué lui-même 2 chauffeurs de taxi, c'était affreux. Admettons-le, certes. C'était Michel? C'est Michel, oui. Ça a duré 4 ans, ces procès, on l'a jugé 2 fois. Les 2 parquets compétents, il avait commis un crime dans le ressort géographique de l'un, un crime dans le ressort géographique de l'autre. Les 2 parquets avaient chacun leur belle affaire. C'est affreux, belle entre guillemets. Ils n'ont pas voulu lâcher. Et on l'a jugé 2 fois pour être tout à fait sûr qu'on ne le raterait pas. Et ce garçon qui a passé 4 ans en prison avant qu'on l'exécute. Mais comment était-il devenu justement pendant ces 4 années? Un autre homme supérieur à moi, supérieur à nous, qui nous dominait de très haut. Enfin, ce garçon qui a donné ses 2 yeux, bon, ça c'est peut-être plus facile qu'on ne le pense, j'en sais rien. J'ai jamais eu l'expérience, heureusement. Mais qui demandait à mourir pour des raisons de rachat, pensant qu'il rédimerait en quelque sorte les péchés des autres, de la jeunesse, qu'elle le verrait mourir, qu'elle comprendrait, qu'il la sauverait en quelque sorte. Il était vraiment comme ça? Ah, vraiment. Moi, j'ai demandé sa grâce malgré lui. J'allais voir M. Auriol, c'était le président de l'époque, qui m'avait accueilli d'ailleurs, comme il faisait toujours, très, très gentiment. Si vous savez un détail, je m'excuse d'introduire une anecdote drôle dans ce récit affreux. Il avait un détail, Monsieur le président Auriol avait un carton cubique de 50 cm de côté, auprès de lui, ouvert par le haut, plein de cigarettes à la Francisque qu'il avait barbotées au maréchal. Alors il disait, mon cher confrère, vous voulez une cigarette à la Francisque? Vous n'avez pas de petit prix? Alors on me donnait une cigarette à la Francisque. Ferme ma parenthèse. Et il m'avait objecté qu'il ne pouvait point gracier mon client parce que le syndicat des chauffeurs de taxi avait présenté une requête. C'est la raison fondamentale, d'ailleurs, du rejet de ce recours en grâce. Mais j'étais seul concerné. Le garçon ne l'était plus. Vous aviez quel âge, vous? Eh bien, j'avais 47 ans exactement, à ce moment-là. Vous savez, c'est un départ terrible, c'était terrible. C'est pas le premier, c'est le premier guillotiné, celui-là. Il est condamné à mort, j'en ai vu d'autres. Et comment est-il mort lorsqu'il est parti? Ah, il a crié « Je vous adore, Seigneur », et puis il a dit avant ça, à moi, « J'aurais voulu que vous soyez mon père ». Voilà. Alors ça vous reste à jamais, ce sont des mots qui ont une valeur plus que sonore. La sonorité vous reste, mais il y a en même temps une densité presque physique qui vous emplit. Il est un peu moi, ce garçon, vous comprenez, je l'emporterai toute ma vie jusqu'à ma mort. Il n'y a pas de question maintenant, il est à moi, nous sommes inséparables. Est-il vrai, maître Alberneau, que vous refusez l'argent d'un homme qui va à la guillotine? Ah oui, ça, quand il risque la mort... Tous les avocats font comme vous? Je ne sais pas ce que font mes confrères, je veux penser qu'ils font comme moi, je n'en sais rien. En tout cas, moi, c'est ma règle absolue. La peine de mort, quand il me paraît devoir être demandée, et pour ainsi dire inévitable, nous savons très bien mesurer un dossier, je ne demande jamais d'argent. Je ne veux pas d'argent. Je trouve que, je sais pas, c'est peut-être bête, mais l'argent qui ne corrompt rien, à mon avis, je suis pas contre l'argent, me paraîtrait créer un lien faux, surtout entre la famille et moi. Lui, le garçon en prison, je pense pas qu'il serait indigné
parce que je serais payé pour le défendre. Mais c'est moi qui veux pouvoir regarder en face la mère qui vient me voir, le père qui vient me voir, les oncles, les tantes, les gens. Ils viennent vous voir après la mort? Oui, ils viennent me voir. Après l'exécution? Oui, après. Et puis ils viennent me voir souvent dans la vie. Tenez, j'ai un chapitre de mon livre où je dis « carte de vœux ». J'en ai reçu beaucoup de cartes de vœux, des survivants, si je puis dire. J'ai tout de même défendu, je crois, de mémoire 81 têtes. Bon, ben, il en est resté tout de même beaucoup de vivants, à peu près, enfin exactement, je le sais d'ailleurs, j'en ai perdu 7, par conséquent, je sais exactement. Je recevais des cartes de vœux, tous les ans, très touchantes, puis le temps a passé, peut-être ont-ils disparu, ces hommes, et puis il y a tout de même cette espèce de gros bloc énorme, noir, où se réfugient les choses et qu'on appelle l'oubli. Peut-être que c'est là-dedans qu'ils sont entrés tous, et je ne sais plus ce qu'ils sont devenus, et peut-être qu'ils m'ont totalement perdu de vue, c'est bien possible. J'aimais leurs cartes de vœux. J'ai dit quelque chose au passage, d'ailleurs, qui est peut-être un peu méchant. J'ai défendu aussi des collaborateurs dits économiques, qui étaient des grosses fortunes, ça m'est arrivé, des industriels importants et puissants. Je n'ai jamais eu de carte de vœux de ceux-là, et quand je les rencontre, ils ne me reconnaissent pas. Ils préfèrent oublier. Oui, tout à fait, alors là, ils sont dans le bloc noir de l'oubli, ceux-là. Mais, Maître Albert, que préférez-vous? L'histoire ou le fait divers? Je veux dire par là, Pierre Laval ou Lucien Léger, le colonel Glimy ou Michel, c'est Michel dont vous parliez à l'instant. Oui. Alors l'histoire ou le fait divers? Ça se rejoint? Pas tellement être mêlé à l'histoire, c'est une façon d'immortaliser un procès, certes, mais je pense que j'ai peut-être une préférence pour le procès fait divers. Je vous avoue que les procès qui sont les meilleurs souvenirs de ma carrière, ceux qui me réjouiront, ceux que je raconterai peut-être quand je serai encore plus vieux, ceux qui m'entoureront dans le privé, c'est peut-être tout de même le procès de mon billandeux, mon clochard, la rallonge qui lançait le couteau à 10 mètres, n'est-ce pas, sur une planche autour d'une Ophélie, placée là exprès pour avoir peur. C'est peut-être le procès de mon vieux camarade bourrin, transformé en président d'une république fondée à Fresnes, qui s'appelait la République de Fresnes indivisible, qui m'a abusé. C'est peut-être le procès de Suzy les Fourchettes, cette voleuse. Oh, c'est un souvenir impérissable. Un jour, figurez-vous que Suzy les Fourchettes, c'était son nom, son surnom, me choisit. Et c'était une femme assassin qui m'avait indiqué mon nom à sa collègue. Alors, elle voulait le journal, la femme assassin, moi je ne voulais pas lui donner le journal. C'est interdit, et des cigarettes. Alors, je lui ai dit non, non, non et non. Et je me trouve devant Suzy les Fourchettes, qui me dit, maître, écoutez, soyez pas ridicule, je vous demande pas de me donner votre journal, vos cigarettes, mettez-les sur la table simplement. Simplement, voilà. Alors je pose tout sur la table du parloir, innocemment, j'entends fout, tout disparaît. Je dis, alors qu'est-ce qui est arrivé? Il me dit, ben voilà. Il me dit, rendez-les-moi. Ah, dit non, maître, où c'est placé, ce serait très compromettant pour vous. Il me dit, je suis habillé en voleuse. Ah, j'étais tout jeune avocat. Ah, je dis, oui, je comprends. Du nom, vous ne comprenez rien du tout. Vous faites le malin, vous ne savez pas ce que c'est. Alors il m'explique qu'elle avait un pantalon bouffant de zouave, avec serré au-dessus des genoux, serré la taille par un élastique, qu'elle avait une robe mécanique, à plis mécaniques, avec un élastique à la taille au lieu d'un gros grain, des épingles réunissant les deux, un chemisier simplement. Elle glissait le doigt le long du ventre, elle écartait, tout était écarté, elle passait les objets en vitesse par le trou, relâchait l'élastique, secouait les cuisses, tout se répartissait. Elle avait pris au printemps, un jour, au printemps, je m'excuse, au printemps de l'année, et dans un magasin que je ne nomme pas, elle avait pris un manteau de vison pour amortir le choc, puis, mais une entière ménagère, les 12 couteaux grands, les 12 couteaux petits, fourchettes, cuillères, petites et grandes, tout lâché là-dedans, c'était la championne, elle me dit, record jamais battu. Eh bien, ça vous distrait pour la vie, des gens comme ça. C'est une grosse fille, toute ronde, gaie comme un pinceau.
que la prison même n'infligeait pas, tellement elle avait le sentiment intime de mériter les peines qu'on lui infligeait. Et puis il faut des histoires comme celle-là pour oublier les autres qui sont Mais graves. je pense bien, douloureuses. c'est un métier drôle, le métier d'avocat. Heureusement, il distrait en permanence, il y a de très amusantes choses. J'ai défendu des hommes qui m'ont fait beaucoup rire. J'ai défendu, tenez, un homme qui m'a fait rire, c'est Louis-Ferdinand Céline. Céline, vous en parlez d'ailleurs dans Les Défendre tous. Bon, j'en parle, c'est un type étonnant. Quand il écrivait au procureur général, n'est-ce pas, qu'il appelait Monsieur Du quelque chose, vous devinez très bien d'ailleurs du quoi, disant suceur rêvasseux des crayons de la 4e République. Je trouve ça charmant. On le voyait avec son crayon dans le coin de la bouche, en train de le mâcher sur son réquisitoire, où il séchait comme un pied. C'est très évocateur. Lorsqu'il disait d'un témoin que je ne nommerai pas, car il fut très grand, qui était venu à son secours, disant « Boche témoin, c'est Clancu et compagnie ». Du Clancu, ça veut dire quoi? J'avais cherché, j'avais trouvé dans le dictionnaire d'ailleurs le clanculaire, qui est un mollusque marin, un gastéropode, qui prend la couleur du milieu ambiant. C'était bon pour la politique d'aujourd'hui, le clanculaire. C'est merveilleux. Et bien voilà. Mais il m'amusait profondément, cet homme. C'est très drôle, le métier d'avocat, vous savez. Maître Alberneau, on appelle beaucoup parce que tout ce que vous dites passionne nos auditeurs, mais il y a un commentaire d'une auditrice, qui d'ailleurs donne son nom, Louise Maillère-Montbertrand, dont le cousin germain, le professeur Jean Aulmer, a été assassiné par un étudiant il y a 2 ans. Alors elle vous demande si, dans ces conditions, on peut garder tellement d'indulgence pour les assassins. Et elle ajoute, elle pense qu'en défendant Buffet, vous avez fait votre travail, mais on ne parle pas de l'assistante sociale qui a été lâchement et froidement éventrée par lui. Bien sûr, moi j'en parle, toujours. voyez-vous, j'en parle, et je vais dire ce que je pense de cela, puisque j'ai l'occasion m'en est donnée. Je n'en ai pas tellement parlé dans mon livre, je ne pense pas, c'est un peu hors du sujet, mais enfin peu importe. J'ai vu le rapport psychiatrique de Buffet, je vous ai dit, pervers criminel total. Bien. Là-dessus, il s'en va à Clairvaux, on apprend qu'il était plombier, qu'il se baladait dans les couloirs librement, qu'il avait un emploi. Mais à croire que les dossiers psychiatriques ne suivent pas ces hommes dans les prisons où on les enferme, est-ce qu'il n'y a pas un problème de gardiennage? Un fou, ça s'enferme. Je ne suis pas moi un bêleur qui dit ces pauvres gens, il faut les caresser à longueur de journée, qu'on les enferme à double, à triple, à quadruple tour. Je suis d'accord, mais qui se baladent pas dans les prisons comme travailleurs, avec bon temps, qui lui aussi avait un emploi, parce que l'administration pénitentiaire prend surtout les longues peines. C'est ce qu'ils appellent le personnel stable, pour leur flanquer à tous des emplois réservés, si je puis dire. C'est peut-être l'explication, cela, de ce crime abominable de cette malheureuse femme assassinée. Mais on s'étonnera toujours que les avocats aient ensuite de l'amitié pour justement ces coupables. De la même manière, on s'est étonné que vous ayez eu tant d'amitié pour Pierre Laval, vous le résistant. Ah oui. J'ai eu plus que de l'amitié, j'ai eu une espèce de tendresse, voyez-vous. Ah, cet homme m'a bouleversé, moi. Cet homme m'a bouleversé pour des raisons qui tiennent peut-être en partie au départ à son physique. Il avait, dans les moments de repos, d'oubli, lorsqu'il n'était pas surveillé, il avait des yeux qui regardaient déjà au-dedans de lui-même, un peu vers l'au-delà, vers la mort. Et dès qu'il était dans l'alerte, il avait ses yeux vivants de bête de combat. Puis il avait des matins où il avait la laine fétide, on sentait qu'il était attaqué par l'intérieur gravement. Et puis, il était vieux. Et puis, il s'usait tous les jours un peu plus. Et puis, la justice en face de lui ne lui avait donné aucune chance. C'est pourquoi j'ai tellement horreur de la justice d'exception, quelle qu'elle soit. Comprenez, un procès qui se termine sur l'interrogatoire, en raison de leur tardive et renvoyé à plus tard, il n'y a jamais eu de plus tard. Quand on n'a pas eu les pièces d'un dossier, qu'on tue un homme que l'on voulait tuer, certes, mais qu'on le tue simplement parce qu'on veut le tuer judiciairement pour avoir une espèce d'excuse. Je dis non. Alors moi j'ai aimé cet homme, il m'a bouleversé de voir cet homme tout seul en présence d'une mort inévitable et qui n'a pas pu se défendre et qui peut-être était de bonne foi, car là j'ai refusé de
de défendre sa politique. Vous remarquez que dans mon livre, aussi bien que dans un précédent, je n'ai pas épousé la politique de Laval. Le résistant que je suis n'a pas trahi à ce point de vue. Je ne suis pas convaincu qu'il avait raison, il s'en faut. J'étais de l'autre côté. Mais il pouvait avoir tort et avoir, en même temps, l'excuse de la bonne foi, d'un choix. Quand il me disait qu'il fallait bien que j'apporte au moins une carte. Il avait cette expression, qui m'avait quand même frappé un jour. Si le général de Gaulle, avec son képi glorieux, n'avait eu qu'à le poser sur une France morte, il n'y avait pas de France. J'ai sauvé les tripes, le sang, les machines, les os, les nerfs. C'est moi qui ai fait ce boulot. Il fallait que quelqu'un le fasse. On pose des questions, on se dit évidemment, c'était en tout cas sa conviction profonde, alors on ne peut pas faire autrement que d'avoir l'estime pour les gens qui ont l'air convaincus, et lui, Dieu sait qu'il le paraissait. Voyez-vous cette phrase qu'il a prononcée en mourant, à quelques secondes de la mort, après que je l'ai eu embrassé, il me dit à vous, No, le résistant, je veux dire ceci, j'ai aimé mon pays autant que vous. Il faudrait que vous le répétiez. Ben, je le répète. C'est peut-être le seul hommage que je peux rendre à ce mort assassiné. Voilà. Maître Albernoux, vous avez sauvé beaucoup de têtes. Certaines, vous n'avez pas pu les sauver. Mais admettons que vous ayez pu penser que l'un de vos clients était innocent. Et ce client a quand même été condamné. Et vous avez continué votre métier. Oui. J'en ai un dans ma carrière dont je ne sais pas encore. L'homme de Chartres de 1962 ? Oui. Moi, je pense que cet homme n'était pas coupable. Je pense d'abord qu'il avait un bouleversement intérieur tel qu'il n'avait plus le contrôle de ses actes. Je pense qu'on l'avait encerclé psychologiquement, qu'on avait fait de lui cette pauvre malheureuse bête acculée qui n'avait plus de ressources aucune, qui tenait son petit dans ses bras, qui le cramponnait pour qu'on ne le lui enlevât pas. C'était le paysan marié à une institutrice. Et puis un jour, il avait le même soir son arbre de Noël, ses petits jouets accrochés après, son enfant, et il reçoit la lettre de l'avoué de Paris disant c'est fini. Vous n'aurez plus jamais le droit de voir cet enfant. Ben, j'ai jamais été dans le cas. Je ne sais pas ce que vous sauriez. Peut-être, si vous étiez un homme fruste, un homme tout simple, peut-être deviendriez-vous cette espèce de propriétaire affolé qui ne veut pas qu'on lui enlève son enfant, qui préfère le voir mort. C'est possible. Je n'en sais rien. En tout cas, la peine de mort pour lui, je dis non. J'ai toujours eu, au fond de moi, une immense protestation au bénéfice de cet homme que j'estime injustement condamné. Oui, c'est une erreur, ça. J'ai eu aussi un cas... Là, mais lui avait quand même tué. Ah, il avait tué. Mais je voulais dire, moi, quelqu'un qui serait innocent, qui serait condamné, totalement qui serait exécuté, mais qui serait totalement innocent, oui. C'est-à-dire l'erreur judiciaire. Je n'ai pas jusqu'à là. J'ai pas eu de cas comme ça, non. Certains ont eu ce cas-là. Oui, il y en a eu, certainement. Alors dans ces cas-là, peut-on continuer ce métier d'avocat ? Eh oui, il faut le continuer. Justement, ne serait-ce que pour chercher le plus possible à travers un dossier, trouver peut-être quelquefois l'élément qui permet d'affirmer l'innocence. Vous savez, moi, je vois par exemple après Floriot, Jacou m'a confié sa défense à Genève, on a pu faire reviser ce procès sur un élément, mais tellement minime, rien, un petit élément, une bicyclette, trouver une deuxième à laquelle personne n'avait pensé, tout est parti de là. C'est dire que l'avocat ne doit jamais se décourager, et je crois que si j'ai eu dans ma vie des erreurs judiciaires, il y en a peut-être une ou deux tout de même au moment de la collaboration. Je veux dire par là des hommes tout à fait innocents et condamnés à mort et exécutés. Je crois que j'en ai eu deux. Deux Arabes d'ailleurs. Ça s'est passé à Tunis, c'était à Sousse, c'était au moment de ce qu'on a appelé l'assassinat du colonel Durand à Sousse. J'ai plaidé pour les Tunisiens du détour à Tunis. Ma conviction est faite. Deux qui ont été condamnés à mort et exécutés étaient sûrement innocents. Mais je dirais que c'était une justice très spéciale, la justice militaire de Tunis, au moment où montait l'indépendance de la Tunisie, c'est une justice un peu particulière. Si je vous disais que le matin du procès, par exemple, on avait choisi l'anniversaire
de la mort du colonel Durand. On a eu la minute de silence et on a fait lever les accusés d'assassinat pour rendre hommage à la mémoire du colonel Durand. C'est dire comment a commencé le procès. Eh bien, je suis sûr là de l'erreur judiciaire. M. Coty n'a pas gracié, M. Coty n'a pas vu le dossier comme il convenait sans doute, mais moi je suis très sûr. Alors là, pour des raisons très simples, c'est que j'ai su depuis exactement qui avait tué. Maître Alberneau, vous êtes avocat et vous le dites, et je vous crois, votre métier est formidable. Ouais. Et pourtant, tout au départ, ça n'était pas votre vocation. Et il y a, au commencement de votre livre, Les défendre tous, cette lettre à Végariter. Végariter existe. J'ai retrouvé. Ah, vous l'avez retrouvé? Parce que vous dites dans votre livre, oui, je l'ai retrouvé, retrouvé. Je peux le dire publiquement, par les ondes et grâce à vous. Il est chez sa nièce, Madame Desilles, qui est l'épouse de l'adjoint au maire de Perpignan. Et il m'a retrouvé grâce à mon livre, il m'a écrit une charmante lettre pour me dire que je ne lui devais rien, ce n'est pas mon avis, je lui dois tout. Je lui dois tout, je lui dois le latin, je lui dois... C'est-à-dire, il faudrait peut-être expliquer un peu. Eh bien, j'explique en 2 mots. Nous étions tous les 2 militaires à l'école militaire. Et nous planchions, et on planche beaucoup à l'école des officiers de réserve. Et un jour, nous bavardions. J'avais préparé, je sortais de l'école normale d'instituteur. Et j'avais préparé l'entrée à normale supérieure de Saint-Cloud. Et j'allais y entrer, du moins j'espérais en tout cas. Et il me dit, Végariter, un jour, dans la conversation, « Qu'est-ce que tu seras, toi, au juste, un jour? Au mieux, tu seras prof d'école normale ou inspecteur avec un lorgnon et une moustache. » Et je dis que c'est le lorgnon qui m'a fait peur, c'est vrai. Je ne sais pas si... Vous n'avez pas connu ça, monsieur Jacques Chancel, vous êtes trop jeune. Mais à mon époque, étant enfant, les professeurs qui se voulaient professeurs avaient un lorgnon. Un truc qui pinçait le nez, et avec des verres tout nus, ou bien entourés d'or. Et si vous saviez ce que c'est qu'un œil derrière cette lentille, je me rappelle l'œil du professeur de mathématiques, c'était un œil qui était tout rond, comme un zéro, dans le fond de ce lorgnon. Il y avait l'œil du professeur de physique, qui était un œil assez dur, assez fin, assez pénétrant, une acuité dans le regard. Et lorsqu'il enlevait son lorgnon, c'était un gros œil de lapin mort. Il n'y avait plus de vie, il n'y avait plus rien. C'était un gros œil de myope. Alors ce lorgnon, pour nous, c'était, pour moi en tout cas, c'était vraiment le symbole du professorat. Et ajoutez-y la moustache, la mouche napoléonienne, si vous voulez. Et Véga me dit, voilà, que tu seras lorgnon. Je lui dis non, pas question. Et il m'a dit, il n'y a qu'un moyen, c'est l'époque où l'école unique n'existait pas encore, il fallait avoir fait le bac pour passer l'enseignement supérieur. Nous avons commencé ensemble à Saint-Mexan, le soir, le 20 janvier 25, du latin. Et puis, c'est mon record, ma vie, je dois le dire. J'ai passé latin langue le 21 juin 25, grâce à une version réussie, où je raconte, d'ailleurs ça m'amuse de le redire, car c'est vraiment l'époque fleurie. Il y avait du Cicéron, une espèce d'anticipation, un avocat ridicule, qui était jeté hors du prétoire par son client mécontent. Alors le client qui était éjecté l'avocat, et il y avait et judices stomacari. Oh, je dis, qu'est-ce que ça veut dire ça, ce fameux stomacari? Qu'est-ce qu'ils se font? Qu'est-ce que c'est que l'estomac? Je cherche, j'ai cherché, j'ai fini par entendre Végariter m'en parler, bien qu'il n'était plus avec moi. Il m'a dit, c'est une forme déponente. Ils se font quelque chose, Albert, oui. Comprends-tu? Ils se font quelque... Je dis, qu'est-ce qui peut bien se faire à l'estomac? Alors j'ai mis, si l'argot était permis, je dirais, il se bidonne. Mais comme il n'est pas permis, je dis, il pouffe de rire. Et j'ai eu une bonne note à ma version latine. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Ça tient uniquement. Car ensuite, il y a eu le bac. Il y a eu le bac, c'était facile. Ensuite, la fac de lettres, la fac de droit. Des licences de lettres, puis de DS de lettres, et puis mon droit accidentellement, d'ailleurs. Le droit, mon droit... C'est symptomatique peut-être, tenez. Peut-être vous me parliez de la vérité que j'arrange un peu de temps en temps. Il faut vous dire tout de même que j'ai fait mon droit parce que j'ai menti. C'est la seule raison. J'étais à ce moment-là licencié lettres 2 fois, j'avais un diplôme d'études supérieures de lettres, tout c'était très bien, et on m'avait indiqué
une place, car j'ai travaillé depuis l'âge de 15 ans. C'est pas un mystère, j'avais pas d'argent, pas de fortune, mes parents divorcés, bref, j'étais seul au monde, et on m'indique une place, à la chambre syndicale des raffineurs de sucre à la bourse de commerce, que présidait M. Edme Sommier, qui a un grand nom du sucre. J'arrive chez lui, je lui explique qui j'étais, mes licences, et tout ce que vous voudrez, et il me dit, vous avez fait du droit, bien entendu. C'était une question un peu interrogative, affirmative. Je dis, oui, monsieur, j'ai menti. Il me dit, pas moi, j'ai une chance, il m'interrogera pas. Mais l'après-midi, j'étais inscrit en droit. J'ai fait mon droit. Vous voyez sous quel signe? Et le grain de sable, et le grain de hasard. sable, oui. Ça met la vocation, hein. Je pense que ce sont des pancartes que l'on plante dans la vie de quelqu'un après coup, lorsqu'elle se termine. Il y a des jalons dans la vie comme ça, mais on les voit après, on les voit pas avant. Lorsqu'on a fait l'éloge d'un bâtonnier, on s'aperçoit qu'il aimait le droit, il avait 14 ans ou 8 ans. Ça, c'est pas vrai. On le dit parce que ça fait bien. C'est la pancarte que l'on pose après coup, pour jalonner sa route. Maître Alberno, est-ce que ça n'est pas avoir trop de cœur que de penser, comme vous le pensez vous, que les plus grands criminels ont toujours eu une raison de faire ce qu'ils ont fait? Oui. Là, nous touchons à un domaine qui est tout de même très particulier et très fermé, dirons-nous. C'est le domaine de la conscience, de l'homme qui a commis un crime. Il a tout un substratum de raison, le criminel. Il faut tâcher de travailler là-dedans, d'y piocher un peu pour comprendre les choses. Une vie, ça vous conditionne, vous savez, une jeunesse, ça vous conditionne beaucoup. Les hasards de la vie. Je sais pas, tenez par exemple, il y a un type qui m'écrit ces jours-ci, une lettre qui m'a vraiment impressionné. Il me dit, voilà, je me confie à vous, il y en a 45 pages. Je suis la victime des magistrats. Ça commence par cette phrase, et ça se terminera par la phrase, vous voyez bien, maître, que je suis la victime des magistrats. Et il me raconte sa vie à travers ses condamnations. Je reconnais que c'est impressionnant. La première fois de sa vie, il a 4 mois de prison ferme, il n'a pas le sursis. C'est rare, ça arrive. La deuxième fois de sa vie, parce qu'il est sorti après 4 mois de prison et qu'il n'a pas de place et qu'il revole, il a 8 mois. C'est fini. Et à travers toute sa vie, il me dit pas une fois ces hommes ne m'ont tendu la main, pas une fois je n'ai eu une chance. J'ai voulu m'informer. J'ai demandé à ces avocats qu'ils me citent si c'était vrai tout de même tout ça. Ils m'ont dit non, il n'a pas eu de chance. Il n'a jamais bénéficié d'une espèce de mise à l'épreuve. C'était pas encore inventé cela. Il a été à la mauvaise époque, c'est un homme qui a 60 ans maintenant. On peut être remarqué, hein. Et c'est fini, voilà. Alors là, je dis que tout cela l'a préparé à être une sorte de criminel. Oui, mais il y a un autre criminel, l'auriez-vous défendu? C'est Hitler. Eh bien, je sais pas très bien. J'ai pensé beaucoup à ce que vous me posez comme question. J'ai pensé beaucoup. À travers ce que nous savons maintenant, à travers ce qu'on a pu lire de lui, cette espèce d'illuminé, sûrement mégalomane, sûrement paranoïaque, sûrement forcené, au sens où une bête peut être forcenée. Pouvait-il ne pas être défendu? Je me suis posé la question souvent depuis. Et je me demande tout de même, très franchement, si j'avais eu l'occasion, si j'étais trouvé confronté avec cet impérieux besoin de défendre, je ne sais pas très bien ce que j'aurais fait. J'aurais peut-être trouvé ce que je viens de vous dire là. J'aurais peut-être pris sa jeunesse, j'aurais peut-être pris toutes ces grandes volitions ambitieuses qui l'habitaient sans qu'il en ait même conscience, étant jeune, qui sont devenus des impératifs plus tard. Tout ça, je pouvais peut-être le mettre en lumière, qui sait? Je n'en sais rien. Il ne faut pas dire non a priori, vous voyez que c'est plus nuancé mon non. Je n'en sais rien. Honnêtement, je n'en sais rien. Je le sais, vous êtes contre le châtiment, mais le châtiment n'est-il pas l'effet de la volonté du coupable? Je crois que c'est de Hegel. Oui, ah oui, c'est lui qui le cherche. D'ailleurs, il le cherche, et je me demande pour certains si confusément ils ne le veulent pas. Il y a un masochisme et un sadisme. Il le mérite. Oui, chez l'homme qui mérite.
Et il prend conscience tout à coup de mériter. Il n'y a rien de pire que de mériter quelque chose. On attend presque la sanction. Il y a des hommes comme ça, on le sent très bien. Ça m'a frappé beaucoup, ce que vous me dites. C'est une question intéressante. C'est vrai. Ah, l'homme qui cherche. Vous êtes contre la peine de mort et vous dites une société civilisée ne peut pas avoir en son sein un bourreau. Mais s'il y avait également beaucoup de bourreaux, vous parlez du bourreau officiel, mais tous les bourreaux anonymes. Mais il y en a bien assez d'anonymes sans encore en mettre un officiel. Vous savez, les choses officielles ont la valeur terriblement affirmative que l'on confère à une décision légale. Que l'homme soit un bourreau dans la rue, il y a beaucoup de bourreaux. Qu'il y ait des bourreaux qui s'ignorent, il y en a beaucoup aussi. Des bourreaux qui se révèlent à l'occasion de grands événements parce qu'ils ont à torturer leurs semblables. Je crois qu'il y en a beaucoup. Mais qu'un beau matin, Monsieur Desfourneaux soit mort, c'était le bourreau précédent, et que 151 candidats se soient présentés pour être bourreaux, en faisant valoir leur qualité meurtrière, qu'on en ait pris un, c'est celui d'aujourd'hui, M. Obrecht, et qu'on n'ait pas enfermé les 150 autres, moi je suis inquiet, je préférerais qu'on les eût enfermés. C'est ça, pour moi le bourreau, c'est même celui qui vient dire, moi je veux bien, moi je vais tuer pour vous monsieur, payez-moi tant par mois, payez-moi tant par tête, faites-moi une retraite, assurez-moi l'impunité, assurez-moi l'anonymat, l'habitation en bonnes conditions, bourgeoise, ce serait votre bourreau. Que en 74, ça puisse encore être vrai, ça me fait un peu honte pour notre pays. Vous avez une mission importante et grave, car l'avocat doit souvent transformer un criminel, un homme de cœur. Oui. Moi, je suis heureux quand j'y arrive, parce que j'y arrive. J'y arrive, non point, ils ne peuvent pas réparer le mal qu'ils ont fait. Oui, mais à partir de ce moment-là, tout est possible. Vous comprenez, mais quand je les vois, par exemple, retrouver le remords, c'est une très, très jolie chose, si on peut réussir à faire qu'un homme en éprouve. C'est très réconfortant pour le spectateur, mais c'est très vivifiant pour celui à qui ça arrive d'avoir du remords, parce qu'il se trouve tout à coup meilleur, il est mieux qu'il ne l'était. Or, j'en ai vu qu'il y en avait du remords, c'est certain. Certains, c'est long à venir. Oh, les premiers jours, ils n'en ont aucun. C'est affreux à constater, d'ailleurs, affreux. Ils ne pensent qu'à se défendre, qu'à se tirer d'affaire. C'est le temps qui passe, qui tout à coup leur donne la mesure exacte de leur forfait. Et c'est quelquefois une étincelle que l'on voit apparaître, justement. Tout à coup, pensant soudain à une victime, alors qu'on ne pensait pas du tout qu'il pourrait jamais s'en soucier. Des choses qui arrivent comme si elles avaient cheminé longtemps de façon souterraine dans l'âme de cet homme, comme si à jamais elles avaient dû y mourir, et puis que tout à coup elles émergent, on ne sait pas pourquoi. C'est peut-être le mystère de l'âme, de la conscience. Il y a peut-être des choses en nous que nous ignorons et qui font que nos souvenirs ne meurent jamais. Je ne pense pas que rien ne meurt, d'ailleurs, moi. Maître Albernaux, je vous remercie, et pour en savoir plus, il suffit de lire votre livre, qui est tout à fait remarquable, et Défendre tous, qui paraît chez Robert Laffont. Merci, maître.